Bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Aujourd'hui, nous parlons du budget. Comment optimiser son budget pour vivre une vie meilleure et dans la prospérité que Dieu réserve à ses enfants. Aujourd'hui, nous parlons du budget avec un invité spécial, Inéa Bichoka. Bienvenue Inéa. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Ah, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Ça va être vraiment intéressant aujourd'hui et je t'encourage à rester jusqu'à la fin pour découvrir quelques principes pour t'aider à révolutionner tes finances. Invité Inéa pour partager avec toi aujourd'hui comment gérer ton budget parce que j'ai suivi il y a quelques temps, je dirais il y a 1 an, quelques mois, 1 an et demi, Oui, c'est bien ça. Une formation qui m'a vraiment, comment dire, exponentialisé, qui m'a aidé à gérer mon budget. Moi qui n'aimais pas du tout gérer mon budget, moi c'était vraiment quelque chose d'ennuyant, j'aimais pas du tout ça. Et donc, il fallait que je le fasse. Et ça a été vraiment pour moi une grande découverte. C'est bien ça. Donc, Inéa, je vais te laisser te présenter. Ok. Donc, je suis Inéa Bichoka. Je suis professionnel de la finance depuis une dizaine d'années. J'accompagne mes clients, que ce soit de grandes entreprises, de jeunes entrepreneurs, dans le développement de leurs activités, qu'elles soient professionnelles ou même dans les finances personnelles comme le sujet d'aujourd'hui. Et je suis très fier d'être là et de t'avoir aidé dans la construction de ton patrimoine financier. Parce que le budget, c'est l'une des premières étapes pour construire son patrimoine financier. Ce n'est pas la finalité, ce n'est que le début. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais Inéa, comment peut-on donner une perspective chrétienne à notre budget? Ok. Pour moi, déjà, il y a 2 conditions pour donner cette perspective chrétienne au budget et aux finances. Déjà, c'est se dire que Dieu est en premier dans nos finances. C'est pour lui que l'on met de l'ordre dans nos finances et qu'on développe nos finances. Et ça me rappelle la parabole des talents. Lorsque le maître donne des talents, des pièces à ses disciples, c'est pour que ces pièces-là se développent, augmentent, afin de le lui rendre, et pas juste de garder et cacher. Et donc c'est ça, c'est les finances que nous avons, c'est pour le Seigneur, vont servir au Seigneur, vont servir aux besoins du Seigneur. Une partie vont nous revenir pour satisfaire nos besoins, mais une autre partie doivent répondre aux besoins que le Seigneur a sur terre. Et pour moi, c'est la première étape pour donner cette perspective chrétienne à nos finances et au fait de faire un budget. D'accord. Et donc, par où commencer la gestion d'un budget? Ok. Déjà, comme on se disait, le budget, c'est pour mettre de l'ordre dans nos finances. Et comment on met de l'ordre dans nos finances? C'est mettre en face à face, nos revenus et nos dépenses, afin que les dépenses ne soient pas supérieures aux revenus. Et afin donc de répondre à nos besoins sans qu'on se trouve dans une position difficile à la fin de chaque mois. Et c'est une façon simple, hein, même sur un fichier Excel ou même tout simplement sur un papier, mettre ses revenus d'un côté à droite, mettre ses dépenses de l'autre côté et faire en sorte que les deux correspondent. C'est facile comme ça, mais donc quand on reçoit, on va dire, nos revenus, il faut qu'on pense premièrement à Dieu. Voilà, oui, ça c'est clair. Après, il faut répartir selon nos différentes postes de dépenses. Et ensuite, il faut faire fructifier ce qui nous reste, Exactement. Si j'ai bien compris. Exactement. Mais maintenant, au niveau concret, comment ça se passe? Donc, comme tu le disais, d'un côté, les revenus, le salaire ou d'autres sources de revenus. Mais on va commencer par le début. La plupart du temps, on a une source de revenus qui est le salaire d'un emploi. Et d'un autre côté, toutes les dépenses qu'on peut
faire avec ce revenu que l'on a. Et la première dépense à faire, c'est payer la dîme, selon moi. Parce qu'on parlait de perspective chrétienne tout à l'heure. Je crois en l'utilité de la dîme pour Dieu, bien évidemment, mais également pour nous, parce que le retour de la dîme est une bénédiction dans nos vies. Donc la première des dépenses, c'est la dîme qui correspond à 10%, comme son nom l'indique, en principe. Après, il peut y avoir des débats dessus, mais pour moi, c'est 10%. Le deuxième emploi des revenus, donc la deuxième dépense, c'est se payer soi-même, comme on dit. Donc c'est aussi autour de 10% pour une épargne personnelle. Et cette épargne-là, au préalable, ça sera une épargne de précaution. Donc on a 10% pour la dîme, 10% pour l'épargne de précaution. On peut mettre de côté 10% également pour un autre type d'épargne, mais là on en parlera après. Et déjà qu'on a ces 20% là utilisés, il reste 80%. Et dans les 80%, il peut y avoir des dépenses liées au loyer. Idéalement, les spécialistes en finance disent que le loyer devrait tourner autour de 30% de ses revenus. Mais en Île-de-France et dans d'autres régions dans le monde, c'est un peu plus élevé. Oui. Mais ouais, il faut quand même, et justement c'est à ça que sert le budget, c'est à bien répartir les revenus qu'on a. On parlait là d'exemple 10% pour la dîme, 10% pour l'épargne, 30-40% pour le loyer. Ça fait déjà, on va dire 50-60% utilisé de son revenu utilisé pour ses dépenses. Il reste 40%. Et dans les 40%, c'est d'autres dépenses liées au transport, à l'essence, aux loisirs, bien évidemment. Mais justement, comme on le disait, faire un budget permet que les dépenses ne dépassent pas les revenus et qu'on se trouve en découvert bancaire ou alors en dette parce qu'on a demandé de l'argent à gauche ou à droite. Voilà à quoi sert le budget. Et comme je le dis, je le répète encore, le budget, c'est la première étape pour construire son patrimoine financier. Parce que le budget permet, comme on le dit, que les dépenses ne dépassent pas les revenus, mais le budget aussi permet de payer sa dîme, les postes de dépenses les plus importants, qu'ils soient payés. Si on a des dettes, qu'on rembourse ces dettes, afin de passer le mois un peu plus sainement et dans la paix. Oui, oui. Mais si au jour d'aujourd'hui, Ouais. Par exemple, mon budget, c'est vraiment la catastrophe, ça peut me prendre combien de temps pour mettre à plat un bon budget, pour établir un budget sainement? Après, je pense qu'il ne faut pas se presser et prendre son temps. On parlait d'habitude. Moi, je crois au pouvoir des habitudes. Lorsqu'on voit les habitudes d'une personne, on peut voir si cette personne va réussir ou pas, rien qu'en regardant ses habitudes. Et donc, établir son budget, c'est également une habitude à prendre pour certains, parce que le budget se fait en fin de mois pour le mois qui arrive. D'accord. Et donc, on le fait au moins une fois par mois, le budget. Et pour certains, ça peut prendre 6 mois, le temps d'avoir cette discipline budgétaire. Pour d'autres, ça sera 1 ou 2 mois. Mais peu importe, chacun a son rythme. Essayez de faire ce budget-là pour préparer les dépenses du mois qui arrive. Et le moment de faire son budget peut être un moment ludique en mettant de la musique ou en... Moi, je ne mets pas de musique, mais je sais qu'en faisant mon budget, j'aurai de l'ordre pour savoir où investir et autres. Donc, c'est ça qui me donne le plaisir de faire ce budget-là. Moi, ça a été compliqué, parce que j'aimais pas me restreindre. Oui, oui. Donc, ça m'a pris du temps pour avoir des habitudes, comme tu dis. Mais c'est vrai que quand on s'y met, on voit clairement clairement son budget et on arrive à avoir encore un peu d'argent pour nos plaisirs personnels. Ouais, c'est clair, c'est ça. Et ça me rappelle justement une autre histoire dans la Bible. Lorsque Jésus a multiplié les pains, avant de faire son miracle, il a demandé aux disciples et aux apôtres aux disciples de ranger le peuple, les hommes, en rangée je ne me rappelle plus, mais en rangée, pour que la distribution se fasse bien. Et moi, ça me fait penser au budget parce que avant
de laisser la place au Seigneur pour qu'il fasse un miracle dans nos finances, c'est important de faire de l'ordre. On le voit dans des miracles dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Avant, on demande toujours, va chercher l'huile que tu as, faites les déranger avant que le Seigneur opère. Et le budget, pour moi, c'est le ménage avant que le Seigneur opère. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Oui. Exactement. Oui. Et on voit même à la fin du miracle de multiplication des pains, il y avait encore d'autres paniers qui arrivaient. Donc le fait de mettre de l'ordre, même si on n'a pas beaucoup d'argent avec le budget, permet au Seigneur d'agir et en avoir même en abondance pour toute bonne œuvre, comme c'est encore écrit dans la Bible. D'accord. Inéa, tout à l'heure, tu parlais de la construction du patrimoine financier. Comment établir son patrimoine financier? Ok. Mais moi, je pense que tout commence de l'état d'esprit. Et en tant que chrétien, se rendre compte que Dieu est propriétaire de l'or et de l'argent, donc de tout ce qui existe. Et comme nous sommes ses enfants, nous aussi, nous sommes donc issus d'une famille riche, un peu comme les enfants de Bill Gates ou les enfants de Warren Buffett. Amen. Et donc c'est avoir ce même état d'esprit en disant, pour moi aussi, c'est possible de répondre à tous mes besoins. Et je fais la différence entre besoin et désir. Oui. Désir, c'est, je sais pas, c'est gaspiller peut-être son argent dans... On a besoin de 3 robes. On trouve une robe, on se l'achète tout de suite. Voilà, c'est ça. Et on en achète 10 parce que c'est un désir. Mais moi, je parle vraiment de besoin. De quoi j'ai besoin. Et lorsqu'on comptabilise tous ces besoins-là, pour moi, être dans l'abondance, c'est répondre à tous ces besoins, avoir la capacité de combler tous mes besoins. Et c'est ça, pour moi, l'état d'esprit d'abondance. C'est me dire, étant donné que je suis le fils du Tout-Puissant, de celui qui a tout l'argent au monde, toutes les ressources, mes besoins seront comblés. Mais maintenant, il faut transformer ce savoir-là, ce mindset, en matérialisation, le matérialiser. Et le budget est un des éléments qui permet de matérialiser ces choses. Parce qu'on parlait de faire l'ordre, de faire le ménage avant l'intervention de Dieu. Donc l'état d'esprit d'abondance, je le rappelle, c'est se dire, tout est possible, je vais y arriver. Dieu est le Tout-Puissant, c'est celui qui a tout sur cette terre. Et si j'ai des besoins, il peut m'aider à les combler. Voilà, et je peux le faire. Et on le voit dans le Nouveau Testament parce que Jésus, c'est notre modèle. Jésus, lorsqu'il fallait payer des impôts, il a dit à Pierre, va prendre cette pièce d'or. En fait, tous les besoins étaient comblés. Et c'est aussi à nous de le faire. Parce que je pense que notre vie doit donner envie à d'autres personnes d'être aussi les enfants de Dieu. Et si dans nos vies, nous ne répondons pas à tous nos besoins, nous ne pouvons pas donner envie à d'autres personnes. Raison pour laquelle c'est important d'avoir cet état d'esprit et ensuite d'avoir des habitudes telles que le budget qui permettront de construire ce patrimoine financier. Mais je reviens sur une question. C'est quoi un patrimoine financier? Ok. Patrimoine financier, tout simplement, c'est ce qu'on possède. C'est tout ce qu'on possède et qui nous permet justement de répondre à nos besoins, de répondre aux besoins de Dieu et des gens autour de nous. En finance, on parle souvent des notions d'actifs et passifs. Oui. L'actif, c'est tout ce qui nous rapporte de l'argent et les passifs, c'est tout ce qui c'est tout ce qui fait en sorte que l'on gaspille cet argent, que l'on perd cet argent. Et le patrimoine financier, c'est l'ensemble des biens, des actifs que nous avons dans nos vies. Et c'est des actifs liquides comme de l'argent en banque, ça peut être des actifs meubles, immobiliers, tous ces biens-là qui nous permettent justement d'avoir toutes ces possessions et répondre à nos besoins. D'accord. Merci Inéa. Alors Inéa, comment peut-on construire un patrimoine? Ok. Comment construire son patrimoine? Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai un petit concept que j'ai créé qui s'appelle la flèche de la prospérité. Et la flèche de la prospérité est constituée de plusieurs étapes. Et la première étape, c'est construire le pilier de son patrimoine. Et dans la construction de ce pilier-là, de ces piliers, donc ça c'est la première étape, il y a
avoir la bonne mentalité, on en a parlé, avoir le bon état d'esprit, faire un budget. Et dans le budget, faire en sorte donc que les dépenses ne dépassent pas les revenus. C'est payer la dîme et les offrandes. Et pour moi aussi, la dîme, c'est la base pour construire son patrimoine financier. C'est des éléments comme ça, j'en oublie peut-être, mais je les ai cités. J'ai cité les plus importants. Faire son budget. Je parlerai aussi de rembourser ses dettes. D'accord. On en parlera plus tard, plus en profondeur. Mais pour construire son patrimoine, donc la première étape de la flèche, il faut rembourser ses dettes, faire son budget, avoir cette discipline budgétaire, donner sa dîme, donner ses offrandes. Voilà, pour moi c'est ça, la construction des piliers de son patrimoine financier. Ensuite, la deuxième étape, c'est la diversification des revenus. On l'a dit plus haut et plus tôt, la plupart du temps, les personnes ont une source de revenus, le salaire. Mais je conseille... Je te coupe 2 secondes. Oui. Je voulais te dire, toi qui nous suis, prends un papier, il faut écrire, note tout parce que ça a l'air très intéressant. Mais je veux répéter. D'accord. Je veux répéter, il n'y a pas de souci. La répétition est mère de la science. Donc, la première étape, c'est la construction des piliers du patrimoine. On a cité les petites sous-étapes qu'il y a dans cette première étape. Faire son budget, rembourser ses dettes, avoir une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est justement quand je parlais des 10% à mettre de côté. Avec le temps, ce serait bien d'avoir l'équivalent de 6 mois de dépenses courantes comme épargne de précaution pour avoir ce matelas de sécurité au cas où. Voilà, rembourser ses dettes. C'est toujours dans la première étape, la construction des piliers du patrimoine financier. Là, on était dans la deuxième étape, diversification des revenus. C'est faire en sorte d'avoir une autre source de revenus autre que le salaire. Ça peut être par l'entrepreneuriat, les side business, ou alors commencer à investir dans des assurances vie qui vont nous rapporter de l'argent, donc du revenu passif qui vont nous rapporter de l'argent. Ça, c'est la deuxième étape, diversification des revenus. La troisième étape, c'est penser d'une manière ou d'une autre à l'immobilier, soit en achetant sa résidence principale, soit en faisant de l'investissement locatif, ou alors en investissant dans de l'immobilier pierre-papier, comme on dit. D'accord. C'est-à-dire des produits financiers comme des SCPI, et donc on les investit et à certains moments on reçoit des loyers. C'était la troisième étape. La quatrième étape, c'est les sources de revenus qu'on a eues au préalable, lors de la deuxième étape, qu'on les intensifie. On les intensifie en investissant en bourse via le PEA ou alors les comptes titres. Mais n'ayez pas peur avec tous ces concepts-là. Là, il ne faut pas les perdre. Voilà, c'est ça. Il y aura d'autres podcasts, on en parlera. Mais en tout cas, cette quatrième étape, c'est pour avoir encore plus de revenus. Et même lors de cette quatrième étape, on commence à préparer sa retraite. D'accord. En investissant dans ce qu'on appelle un plan épargne retraite, par exemple. Et pour la cinquième étape, la dernière étape de la flèche de la prospérité, c'est commencer à préparer la transmission et la succession. Parce qu'il s'avère qu'il est important de transmettre son patrimoine autour de soi lors de son vivant. Et pas une fois mort, parce qu'on a vu tellement de problèmes lorsqu'on lègue son héritage, lorsqu'on est absent, les gens se disputent et autres. Déchirent, voilà, exactement. Donc c'est important de penser et déjà de commencer à transmettre son patrimoine autour de soi, de son vivant. Voilà, et ce sont les 5 étapes de la flèche de la prospérité. Mais maintenant, on pourra aller en profondeur sur certains sujets. Oui. Alors, Inéa, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. C'est clair. Mais je pense que si la personne qui nous écoute a des questions, on pourra toujours te contacter. Bien sûr. Maintenant, j'aimerais savoir, Inéa, comment épargner, comment bien épargner. Ok. Ça part toujours par l'état d'esprit. C'est se dire... L'épargne est obligatoire. La dîme et les offrandes
c'est obligatoire. Je peux te couper 2 secondes. Oui. Est-ce qu'il faut prévoir un budget pour les offrandes? Il faut prévoir un budget pour tout, pour toutes les dépenses qu'on a. On parlait de... Et maintenant, c'est à nous de définir ce pourcentage. D'accord. C'est personnel. Exactement. Moi, je disais, pour moi, la dîme, c'est 10%. L'épargne aussi, pour avoir son épargne de précaution, se payer soi-même, comme on dit, c'est 10%. Pour les offrandes, on peut dire 5-10%. Il y en a d'autres même qui, lorsqu'ils sont un peu plus avancés, justement, dans leur patrimoine financier, ils se disent 60-50% pour la dîme. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Voilà, de chacun. Oui, voilà. Et comment épargner efficacement? Une fois qu'on paye la dîme et les offrandes en fonction du pourcentage qu'on a fixé soi-même, on se dit, qu'est-ce que moi je veux mettre de côté pour moi? Moi, je le fais et je le conseille aussi, au moins 10%. Donc, c'est un peu facile. Dîme, 10%. Épargne, pour soi, 10%. Et il y a 2 manières pour moi d'épargner efficacement. Déjà, dans un premier temps, c'est surveiller ses dépenses. C'est voir s'il y a des dépenses superflues et les éliminer. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles les dépenses superflues? Un exemple. Après, c'est chacun. Ouais. Mais la plupart du temps, on dit qu'il y a des dépenses fixes et des dépenses variables. Exact. Oui. Dans les dépenses fixes, on retrouve le loyer. L'EDF, c'est ça. Voilà, exactement, l'électricité et tout. Si, par exemple, mon loyer représente 70% de mes revenus, je me dis que peut-être qu'il faut que j'aille habiter ailleurs pour avoir un loyer moindre, voilà, et qui correspond, qui correspond plutôt à 30-40% de mes revenus et pas 70%. Et le superflu dépend aussi de chacun. On se dit donc, oui, moi mon loyer il est de 70, d'où la nécessité de faire son budget pour voir les proportions des postes de dépenses. Donc, je diminue mon loyer. Ensuite, si je vois que ma voiture, en plus l'essence, le prix de l'essence a augmenté. Si je vois que acheter de l'essence me coûte cher, je diminue aussi. Si chaque mois ma voiture m'amène à aller au garage parce qu'il y a des pannes, c'est me dire, est-ce qu'il ne faut pas que je vende cette voiture ou que je l'abandonne et que je prenne un pass Navigo de 85 € et au moins je n'aurai pas 200 € à payer par mois pour réparer ma voiture. Donc c'est vraiment faire cette analyse-là, de savoir qu'est-ce que je peux éliminer pour mettre plus dans mon épargne. Et c'est la première étape, surveiller ses dépenses pour voir ce que je peux éliminer. Et ça, encore une fois je le dis, on ne peut pas le faire sans faire son budget, d'où l'importance de faire son budget. Et après avoir surveillé ses dépenses, on se dit, bon, je pense qu'au niveau des dépenses, j'ai bien fait les choses. Ah oui, il ne faut pas non plus éliminer tous les loisirs. C'est important d'avoir des loisirs, mais pas trop quand même. Voilà. Donc, lorsque je fais cet équilibre-là au niveau des dépenses, là maintenant, on pense aux revenus. Et ça revient à la 2e étape de la flèche de prospérité. C'est-à-dire diversifier ses revenus. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus que mon salaire? Et la plupart du temps, on regarde autour de soi ce dont les gens ont besoin et ce qu'on peut leur apporter et qui sera vendu comme prestation, comme service pour gagner ces autres sources de revenus-là. Voilà comment, selon moi, on peut épargner efficacement. D'accord. Et donc, en épargnant efficacement, on peut arriver à vivre sans dette? C'est vrai que c'est important ce sujet, parce que lorsqu'on a des dettes, pour les rembourser, on va moins épargner, puisqu'on doit prendre de l'argent pour rembourser ses dettes. Et moi, ça me rappelle le débat qu'il y a souvent, est-ce qu'on peut vivre sans dette? Moi, ça me rappelle la notion d'actif et de passif dont on parlait. Je ne vais pas être strict en disant non, comme certains disent non, ce n'est pas bien de vivre sans dette. Mais je pense que il faut se poser la question, pourquoi je prends une dette? Est-ce que je prends une dette pour l'acquisition d'un actif qui va me ramener de l'argent, ou alors je prends une dette pour l'acquisition d'un passif
qui va me faire perdre encore plus d'argent. Pour moi, un passif, c'est des vacances. S'endetter pour aller en vacances, c'est avoir des dettes pour rien. Oui, Pourtant, oui. il y a des gens qui le font. Je ne pense pas qu'on puisse gagner de l'argent en allant en vacances. Mais lorsqu'on prend un prêt étudiant ou un prêt pour faire une formation qui va nous permettre d'avoir une promotion professionnelle et ensuite une augmentation de son salaire, là, c'est avoir une dette pour un investissement. Actif. Voilà, En fait. effectivement, comme tu dis, c'est un investissement. Donc plutôt s'endetter, mais bien s'endetter. Il faut aussi voir les conditions de l'endettement pour investir que s'endetter pour consommer. Voilà, moi, la nuance que j'apporte. D'accord. Alors, Inéa, oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour investir efficacement? Ok, ça marche. Déjà, avant d'investir, il faut épargner. Parce qu'il y a une enveloppe d'épargne qui va nous permettre d'investir. Parce qu'il y a autant d'épargne que de projets. On a beaucoup parlé de l'épargne de précaution tout à l'heure, oui. Qui est comme un matelas de sécurité. Mais lorsqu'on gagne de l'argent, il doit aussi à un moment avoir d'autres enveloppes d'épargne pour nous permettre d'investir plus tard. Et l'épargne de précaution, afin que l'argent soit disponible au cas où, on peut la placer sur un livret A. Le livret A aujourd'hui est un taux de rendement de 3%. Il y a quelques années, 2-3 ans, c'était 0,5%. Ah oui. Mais maintenant, 3%. Et donc, comme l'argent peut être pris très rapidement, donc on dit que l'argent, là c'est liquide, l'épargne est liquide. Donc, autant mettre cet argent-là, cette épargne de précaution sur le livret A ou sur le livret de développement durable, le LDDS, qui est aussi à 3%. D'accord. Mais maintenant, pour investir intelligemment, efficacement, il faut aussi se prendre en compte le taux d'inflation qui est autour de 5%. Et pourquoi il faut prendre en compte le taux d'inflation? Parce que avec l'inflation qui est élevée, autour de 5%, on perd de l'argent si on le garde par exemple sur son compte courant. Donc c'est important de mettre son argent dans un produit financier dont le taux de rendement est au-dessus de ces 5%-là. Comme ça, au moins, si on met son argent dans un produit financier dont le taux est au-dessus de 5%, on se dit que face à l'inflation, on va gagner de l'argent. Je ne sais pas si j'étais clair dessus. Donc, c'est regarder les produits financiers dont le taux de rendement est au-dessus de 5%. Voilà. Et donc, dans ces produits financiers, on peut parler assurance vie. Assurance vie, on parle aussi du plan épargne action, le PEA. On parle également de tous les produits SCPI et c'est important de voir le taux de rendement de ces produits-là. Est-ce qu'ils sont au-dessus de 5% et aussi les frais. Parce que c'est vrai que si le taux de rendement est élevé, il ne faut pas non plus que les frais soient élevés. Aussi, donc, c'est aussi important de voir tout cela. Et bien évidemment, après, lorsqu'on est assez mature financièrement, on peut investir en bourse. Mais toujours dans l'optique d'avoir un rendement de 7, 8, 9%. Donc, au-delà de 5%. Au-delà de 5%, voilà. Ça devient intéressant. Exactement. Donc, pour résumer, déjà, augmenter son épargne pour investir. Donc, il y a l'épargne de précaution qui est à côté. Et maintenant, se dire, il faut aussi que je crée une enveloppe d'épargne pour investir. Une fois qu'on commence à l'avoir, c'est se dire où est-ce que je mets cet argent-là et où on me promet un taux de rendement au-dessus de 5%, 5% étant le taux d'inflation aujourd'hui. Le taux d'inflation peut augmenter ou diminuer, mais aujourd'hui, voilà, il est autour de 5%. Et voir les différents produits, donc assurance vie, le PEA, le PER, sur lesquels on peut mettre cet argent-là, qui, sur le long terme, parce que c'est aussi important dans la notion d'investissement, on investit sur le long terme et pas sur le court terme. Et le long terme, c'est au moins 5-8 ans. 5-8 ans.
faut avoir le courage de se lancer. Oui. Et c'est pour ça que c'est important donc d'investir plus tôt, le plus tôt possible. C'est ça. Soit pour ses enfants, oui. soit même à partir de 19-20 ans, parce que le temps va nous permettre de gagner de l'argent. Et justement, concernant le PER, le plan épargne retraite, si une personne qui a 30 ans investit 100 € par mois pendant 34 ans, donc jusqu'à l'âge de la retraite, donc de 30 ans à 64 ans, ça fait 34 ans, 100 € par mois sur un produit financier autour de 8%, il peut gagner près de 200 000 € Wow. à la fin de ces 34 ans. Donc, tout ça pour dire, plus tôt on investit, mieux c'est. Mais maintenant, si vous êtes âgé et que vous décidez d'investir, il n'y a pas de souci, allez-y. Avec Dieu, on rachète le temps. Voilà, exactement, c'est ça. Maintenant, je pense avoir assez parlé. On a parlé d'épargne, de rembourser ses dettes, de faire son budget, oui. d'investir efficacement. Et moi, je veux savoir, parce que c'est ça le plus important, toi, déjà, lors de cette formation, quels sont les points clés que tu as remarqués et que tu as pris pour toi? Et ensuite, cette formation, parce que ça fait quoi, 1 an, 1 an et demi, cette formation, quels sont les bénéfices que cette formation a apporté oui, dans ta vie? Mais moi, je peux dire que cette formation a été vraiment une grande découverte pour moi. Et comme je disais, j'aimais pas gérer mon budget. En fait, tout ce qui était pour moi restriction, j'appelais ça restriction, ça, j'aimais pas, mais comme un enfant de Dieu doit être ordonné, donc j'ai beaucoup appris de cette formation-là. J'ai commencé à gérer mon budget. Aujourd'hui, j'ai mon budget en main. Je peux savoir combien il me reste par mois, combien j'ai pour mon plaisir personnel. Je peux dire aussi qu'aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à cette formation, je n'ai plus de dettes. Ah, c'est très bien ça. Je n'ai plus de dettes du tout. J'ai aussi appris à investir. J'ai investi. C'est clair. J'ai investi une partie de mes économies pour que ça ne reste pas sur le compte courant. Le compte courant. Ça, je me rappelle de ça. J'avais un peu de mal. Oui. Non, c'est pas grave. Donc, j'ai investi. Ce qui m'a le plus bluffé, ça m'avait vraiment émerveillé, c'est d'aller voir mes assureurs et de négocier à la baisse toutes les assurances que j'avais. Oui, c'est bien ça, tous les frais. Oui, donc ils ont revu à la baisse les frais de mes assurances, que ce soit assurance maison, assurance voiture. Donc sache que ça, tu peux le faire aussi. Exactement. Tu vas voir tes assureurs et tu négocies. Parce qu'on est des clients fidèles et le temps est passé. Donc ils revoient tout ça à la baisse. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai appris avec Inéa qui me challenge beaucoup à atteindre mes objectifs. Et donc, j'ai lancé mon entreprise. C'est bien ça. J'ai créé des coffres pour chaque projet. Donc, j'ai un coffre sur lequel j'alloue un budget et chaque dépense spécifique. Ça m'aide à maintenir mon budget. Comme si on prenait des enveloppes dans lesquelles on met de l'argent. Voilà, pour telle ou telle tâche. Oui. C'est bien ça. Et maintenant, j'aimerais bien que mon fils, qui puisse suivre cette formation à son âge, déjà à 20 ans. Comme il disait tout à l'heure, si on commence à 30 ans, à 64 ans, on a vraiment une bonne somme. Donc, si mon fils peut mettre ça déjà en pratique dès maintenant, ce serait top pour lui. C'est ça, il sera milliardaire déjà, c'est ce qu'il veut être. C'est ça, c'est ce qu'il dit, donc c'est son objectif. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur le budget. Mais c'est vraiment important de tenir son budget. C'est clair. Pour un enfant de Dieu, il faut être dans l'ordre et Dieu multiplie après parce qu'il voit qu'on prend soin de ce qu'il nous donne. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, si après maintenant vous avez des questions sur tout ce qui a été dit, n'hésitez pas à me contacter sur le +33
7 85 12 48 21. Donc je répète, plus 33 7 85 12 48 21. Essentiellement sur WhatsApp, mais aussi par SMS ou appel. D'accord. Et je répondrai à toutes les questions. Et sinon, ils nous laissent un commentaire et puis Voilà, exactement, je leur donne tes coordonnées. Et je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'on peut partager un fichier avec ceux qui ont suivi la formation pour leur donner une envie déjà ou une idée de comment gérer oui, le bien budget. sûr, on pourra aussi leur donner un fichier. Dans les commentaires, on laissera un lien de partage pour le fichier. Si. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur... Merci à tous. Oui, sur PGR Podcast. Essayez de gérer votre budget. Exactement. Et partagez ce podcast à votre entourage et que ça puisse bénir beaucoup de personnes. Laissez-nous un like ou des étoiles si vous nous suivez sur Spotify. À très bientôt. Yes, à très bientôt. Soyez inspirés. Yes. Au revoir. Au revoir, merci Néa. Au revoir, merci.